Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un show PPV de la TNA cette fois-ci. Le show TNA qui s'intitule Bound for Glory 2024, qui s'est déroulé à Détroit dans le Michigan. Oui, je sais, ça démarre vraiment fort parce que tout simplement j'en l'ai décidé ainsi, sans trop faire perdre de temps. Bien sûr, on s'attaque dans le pré-show, donc le pré-show, le countdown de la TNA. Et dans le pré-show, c'est un match par équipe féminin entre l'équipe By Elegance, que j'aimerais bien appeler. Donc bien sûr, équipe composée de HB Elegance et Hater B Elegance, accompagnée par le personnel, que le personnel fait une promo pour les accueillir, pour les mettre en valeur comme il se doit, en accueillant les femmes les plus magnifiques au monde. Bien sûr, elles font leur entrée. L'une est habillée en diable, l'une est habillée en petite ange gardienne. Donc, rien de surprenant, c'est déjà Halloween avant l'heure. Et leurs adversaires, bien sûr, évidemment, Xia Brookside et une catcheuse de la NXT, Brian Lee Race. Euh, Au bout d'un moment, je me dis, pourquoi l'envoyer Brian Lee Race au casse-pipe. Alors certes, elle ne servait pas grand-chose à la WWE, il faut le dire ce qui est. À la NXT, elle servait à pas grand-chose. Et maintenant, ben, elle est envoyée du côté de la TNA. Donc peut-être pour qu'elle essaye de s'améliorer comme elle peut. Mais c'est assez compliqué de la remettre sur de bons pieds. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Un match complètement anecdotique et auquel on sait que c'est un combat de quatre blondes. Et sans divine surprise, ben, c'est victoire de l'équipe By Elegance. Suite parce que Bradley Race était un peu la maillon faible du match. Et auquel ben, elle perd très rapidement cet affrontement. Même Xia Brookside également. Donc, pour vous dire, victoire de HB Elegance et de Hater by Elegance. Sans trop m'en dire plus. Maintenant, match de Gauntlet Call Your Shot intergenre. Donc, si j'ai bien compris, c'est une bataille royale de 20 personnes. Le gagnant reçoit le trophée et un contrat pour invoquer tout moment d'un délai d'un an pour un match de championnat de son choix. Donc ça peut être le titre du monde de la TNA, pardonnez-moi, de la X Division, titre par équipe, digital intermédia, et j'en passe des titres. Donc bien sûr, le premier arrivé, c'est Frankie Kazarian. Et évidemment, c'est exactement ça. D'ailleurs, on va passer de tous les participants auxquels je vais citer. Donc, Frankie Kazarian qui arrive. Le deuxième, Zachary Wentz. Ensuite, tous les 2 minutes, il y a un catcheur qui va faire son entrée. Donc, bien sûr, Jake Something. Ensuite, le quatrième, Trey Miguel, parce que Jake Something, c'était le troisième. Le cinquième, Hammerstone. Le sixième, Rohit Raju. Le septième, Laredo Kid. Le huitième, Sami Callihan. Le neuvième, John Skyler. Et le numéro 10, Bumpinder Gujar. Pas facile à prononcer le nom, malheureusement. Ensuite, numéro 11, Trent Sept. Numéro 12, Cassie Navarro. Numéro 13, non. Numéro 12, Cassie Navarro. Numéro 13, Rhino. D'ailleurs, en revenant sur Rhino, je vais revenir après sur le Hall of Fame de la TNA. Je vais revenir. Numéro 14, Tasha Steelz. Et d'ailleurs, au moment où une catcheuse fait son entrée qui commence à frapper l'une des deux lutteurs, eh ben, je me rappelle qu'il y avait ce face-à-face avec elle et Rhino, auquel elle fout une gifle en disant vas-y, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me frapper? Eh ben, non, tu le frapperas pas une femme. Regarde, je twerk devant ta gueule. Eh ben, il y a le numéro 15. Le numéro 15, c'est Lei Ying Lee. Donc, ancienne Xiali,
qui fait ses débuts officiels à la TNA et qui commence à faire du sale à Tasha Steelz et qu'elle élimine Tasha Steelz. Après, je sais qu'elle aussi va se faire laminer également. Pour revenir à Rhino, certes dans le match, il spire tout le monde, il élimine le plus de maximum possible, mais aussi sinon après quand il y a un moment de domination, ben, il se fait dominer. Numéro 16, Jason Hodge. Numéro 17, Leon Slater. Numéro 18, Jonathan Gresham. Numéro 19, JDC, donc Johnny Dirty Dango. Enfin, ouais, Dirty Curtis, on va dire ça comme ça. Ou alors Johnny Dango Curtis, on va dire ça comme ça. Et numéro 20, AJ Francis. Bien sûr, tout cela, la plupart, ils vont se faire éliminer par Rhino, jusqu'à ce que les deux derniers, bien sûr, les deux derniers, là, les deux derniers ne pourront pas passer par-dessus la troisième corde, mais ils peuvent gagner par tomber ou par soumission. Et d'ailleurs, c'est ce que Frankie Kazarian a compris dans ce type de match. Un coup que tout le ring a été balayé de tout ça, eh ben, ils sont plus que tous les deux. Et voilà comment le tombé peut commencer. Kazarian va réussir à battre Rhino en donnant un coup de pied dans les bijoux de famille et en remportant le match et le trophée. Donc c'est victoire de Frankie Kazarian qui a, on va dire, le contrat, le trophée pour un type de championnat de son choix. Donc voilà tout. Ça a été bien précis. Bien sûr, avant qu'on passe à la carte principale, on va parler bien sûr de Hall of Fame parce qu'il y a eu un Hall of Fame. Parce que oui, c'est possible à la TNA. Du côté des personnes, je sais qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y en a que deux qui se font introniser. Le premier, c'est Bob Ryder, qui est entre autres un booker, un entraîneur, euh, un découvreur de talent du circuit indépendant, je crois, qui les fait ramener à la TNA, auquel il se fait introniser. Et c'est Eric Young qui parle à sa place parce que je pense que malheureusement, Bob Ryder n'est plus de ce monde, je pense. Et ensuite, après l'intronisation de Bob Ryder, c'est l'intronisation de Rhino, qui se fait introniser. Et pendant ce temps-là, bah, il a combattu dans le genre de bataille royale, plus à tomber que je viens de vous citer précédemment. Auquel il se fait introniser, il remercie les fans qui les ont pas lâchés depuis un bon moment. Et qu'après ça, bien sûr, il doit vite se changer pour le combat. Mais bon, tout ça était fait fin du pré-show. Bon, maintenant, on passe à la carte principale. Ça ouvre le show avec le chant de l'hymne nationale américaine. Et après le chant de la ligne nationale, on passe à un match de X-Division directement pour le titre TNA entre Speedball McBailey contre El Hiro del Vikingo, qu'on n'avait plus vu, je pense, à cause parce qu'il était en tournée avec la AAA ou avec la CMLL, je ne sais plus quoi vous dire, ou alors peut-être qu'il était en convalescence, vu comment, pendant ce temps-ci, il s'est blessé. Alors dans ce match-là, j'ai pas besoin de vous dire grand-chose, si ce n'est qu'il y a que des spots, tout tourne autour des spots, que ce soit les spots un tout petit peu dangereux ou des spots un peu plus soft. Que demander de plus? C'est la X-Vision, il n'y a pas grand-chose à dire. Et même si El Hiro del Vikingo vient de revenir, c'est pas pour autant qu'il va remporter directement le titre, trop rapidement. Vu comment, bien sûr, c'est Mike Bailey qui en vient à bout de Vikingo, le fils du Viking, et que c'est lui qui remporte le match et qui conserve le titre. Après, je pense que c'est avec ses séries de coups de genoux ou alors avec un moonsault knee qui arrive à écraser ses adversaires. Je pense de tout cœur, mais victoire de Mike Bailey. Que demander de plus? Pas grand-chose. Donc ça, c'était le match numéro 3. Maintenant, match numéro 4, c'est un match par équipe féminin, knockout de la TNA, entre The Spitfire, Judith Red et Dani Luna, contre l'équipe des... Il faudrait donner un nom à cette équipe, même si c'est de courte durée, il faudrait donner quand même un nom à cette équipe. L'équipe Horror Spooky, même si je le dis ainsi, mais je vais pas les appeler comme ça en nom d'équipe, mais ça aurait vendu quelque chose.
Rosemary et Wendy Choo. Donc oui, ces deux femmes auxquelles je parle. Auxquelles ils sont un peu plus fascinés par le côté spooky, le côté horreur, le côté effrayant, auquel ils sont habités en tout genre dans ce genre de gimmick. Bref, je comprends pas l'intérêt malheureusement. Je comprends vraiment pas l'intérêt de pourquoi s'habiller en spooky, en horrifique, si ça ne avance à rien. Un peu comme avec les Wyatt Six, ça n'avance quasiment à rien, selon moi. Et ça, c'est que mon avis. Mais bon, je veux pas me faire taper dessus par la suite, vu comment c'est un peu dommage d'en arriver là. Même si Rosemary et Wendy Choo faisaient un bon petit timing en équipe, c'est pas pour autant qu'il y a une erreur de communication qui peut coûter un peu le match. D'ailleurs, c'est quand Wendy Choo saisit l'une des Spitfire, auquel Rosemary était prêt à en coller un coup d'avant-bras directement en plein visage, mais finalement, je crois que c'est Dani Luna qui se retire et qu'elle se mange un fameux coup d'avant-bras. Donc c'est Wendy Choo qui se mange un coup d'avant-bras. Et ça permet à Judy Trett et à Dani Luna d'effectuer leur prise à deux, leur finish à deux, et de battre Rosemary et Wendy Choo. Donc c'est Wendy Choo qui va subir le pin et que les championnes restent championnes. Et à la fin du match, on a Rosemary qui est complètement enragée, complètement en colère, complètement, je sais pas comment on pourrait le dire. Eh bien, elle attend que Wendy Choo se relève et qu'elle se mange un spire, et après, elle lui fait un bisou sur le front, comme on ferait à un enfant avant d'aller se coucher. Et voilà comment se termine. Moi, j'étais en mode, ok, bisous sur le front. Est-ce que c'est la fin de l'association ou alors c'est une début d'une rivalité qui se prépare? Et je me dis, et puis, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Sincèrement, qu'est-ce que j'en ai à faire si ce n'est que c'est victoire de Spitfire? Et que ça se termine ainsi. Mais on passe à un autre match simple, c'est le match numéro 5. Josh Alexander contre Steve McLean. A priori, ce match était un match où c'est normal, tout est clean, et qu'il n'y a pas forcément de coups fourrés, de genre de mauvaise construction de match auquel j'avais pas trop compris au début. Après, s'ils sont venus aux mains, c'est peut-être parce qu'il y avait un genre d'altercation. Mais après, est-ce qu'on peut qualifier ça d'un match anecdotique? J'ai du mal à un peu à comprendre. Si ce n'est qu'en plein match, on a été servi par du bon catch, vu comment Josh Alexander, il a vraiment un côté Kurt Angle canadien, tandis que Steve McLean, il a un peu un côté Steve Austin, version, je sais pas comment on pourrait le dire, version Punisher. Peut-être version Punisher, quelque chose comme ça. Je sais que ça se jaugeait beaucoup, ça faisait un petit passe de ping-pong entre les deux, notamment quand je dis passe-passe de ping-pong, c'est des échanges de germaines auxquels ils ont effectué. Au début, McLean faisait ça pour humilier Alexander, mais il va l'effectuer jusqu'au bout pour montrer à quel point lui aussi il en est capable d'effectuer de telles prises pareilles. Mais à un moment donné, Alexander va commencer euh, très sincèrement à s'énerver et il va mutiler, brutaliser Steve McLean et qui va même chercher les cautions pour lui attacher les poignets. Donc c'est un peu comme les menottes, mais sauf que là ce sont des cautions de plastique auxquelles il va l'attacher dans le dos. Les mains attachées dans le dos. Et du coup, McLean ne peut même pas se défendre avec ses bras. Il est obligé de défendre avec ses pieds. Donc obligé de faire des jumbo jump kick ou shotgun drop kick, qu'on peut dire ça aussi. Des séries de coups de pied en tout genre, même si McLean n'est pas un grand spécialiste des kicks de haute volée.
Mais il y a un moment donné auquel il éjecte Alexander à l'extérieur du ring, certes en utilisant ses pieds, mais il va effectuer un truc de fou, McLean, et ça c'est extrêmement dangereux. Il commence à courir dans les cordes et commence à faire un topé suicida sans se faire mal, alors que, je vous le rappelle, qu'un topé suicida, quand t'as des mains attachées dans le dos, et que si jamais tu te rates, tu meurs. Tu meurs ou t'es handicapé à vie. Et je pense que Steve McLean, il a échappé le pire. Car il faut avoir de la chance, hein, parce que je pense pas que la deuxième fois c'est un coup de chance, hein. La première en était une, mais la deuxième, ça peut pas forcément passer, parce que à force d'être trop perfectionniste, on commence à commettre une petite erreur, même si on l'a fait plusieurs fois, que ce soit avec ou sans les mains. Au bout d'un moment donné, ça peut commencer à déraper. Et du coup, waouh. Vraiment coup de chance de la part de Steve McLean. Mais pourtant, certes, il était bien parti, mais on va peut-être pas croire qu'il va réussir à gagner un match avec les mains attachées dans le dos, vu comment Alexander avait tout prévu. Donc il avait prévu les cautions attachées les bras dans le dos. Mais, pardonnez-moi, je- j'ai un genre de petit rot, je vais un peu couper. Et je relance par la suite. Donc je poursuis par ici. Certes, il avait prévu les cautions, oui, mais en tout cas, il prévoit pas de perdre un match face à quelqu'un qui a les bras attachés dans le dos. Donc, il utilise son avantage, son propre avantage justement, en faisant des séries de ankle lock, des prises auxquelles il peut porter, mais il va plus faciliter avec un ankle lock et ça force McLean à abandonner. Forcément, logiquement. Donc, victoire d'Alexander. Et peut-être que je peux passer au match suivant directement, si ce n'est que j'ai déjà cité le nom du vainqueur. Voilà. Alors, match Monster Balls pour le championnat de TNA Digital Media et le championnat international de lutte poids lourd du Canada. The PCO, Pierre-Carl Ouellet contre Matt Cardona, qu'on connaît sous le nom de Zack Ryder, bien sûr. Alors, cette rivalité tournait autour de Stephanie Delander, vu comment elle était l'assistante de, de Cardona, jusqu'à ce que Cardona soit blessé ou exilé dans une autre structure auquel il peut progresser sa progression en tant que catcheur hardcore un peu what the fuck, on peut dire ça comme ça. Et que du coup, entre PCO et Steph Delander, ils ont commencé à avoir un genre de petite feud auquel elle voudrait devenir la femme du Frankenstein. Donc le Frankenstein français-canadien, comme ils aiment appeler les commentateurs de la TNA. Et auquel bien sûr ça a eu lieu, il a fallu que Cardona vienne tout gâcher et rentre en rivalité avec PCO, auquel ça n'a pas, on va dire, tardé à rentrer en collision. Et que du coup, ils ont choisi une stipulation auquel ils peuvent livrer leur dose de violence. C'est dans un Monster Balls, donc qui a été pendant longtemps la spécialité du Monstre Abyss, et auquel ils vont s'affronter justement. Donc on a l'entrée de Cardona, qui est habillé en SOS Fantôme. Donc comme je l'ai dit, c'était déjà Halloween avant l'heure. Et après il est arrivé de PCO, que lui, il s'habille comme s'il a toujours été Halloween, mais auquel ça a été très brutal. Ils ont dégainé les objets assez, assez monstrueux et assez douloureux, comme ils ont sorti des objets habituels auxquels c'est basique et auxquels ça ne surprend même pas du tout. Et ils ont même sorti des portes, oui, des portes d'entrée auxquelles on peut même effectuer des spots dessus. Donc c'est un peu comme l'effet d'une table et auquel un coup qu'on passe à travers, ça fait un peu le même effet comme une table.
Après, il y avait des punaises. Je me rappelle qu'il y avait des punaises. Cardona, ben, il mettait des punaises dans la bouche de PCO pour effectuer son kick dans le coin auquel son adversaire est assis. PCO, ben, bien sûr, il est, on va dire, ça fait des picotements au niveau de la bouche, mais un monstre ne souffre pas. Donc un Frankenstein ne meurt pas, ne n'a aucune émotion, n'a aucune sentiment de douleur. Donc il doit agir comme un véritable monstre. Bien sûr, Cardona va encore lui mettre des punaises dans la peau auxquelles ça fait l'effet de picotement. Même le planter la tête dans les punaises. Mais il a fallu qu'il a un second souffle et qu'il commence à faire le ménage envers Cardona en lui donnant des sacrés coups, encore des coups et des coups et des coups. Et à son tour, il va aller chercher les punaises, auxquelles Cardona ne va pas encore passer par les punaises, pas tout à fait, pas encore. À tel point qu'il maîtrise le monstre, il va chercher un bat de baseball entouré de barbelés de couleur verte, auquel bien sûr PCO il va contrer tout ça, il lui fait un choc slam et il lui fait passer dans les punaises. Jusqu'à ce que, lorsque Cardona, ben, il est couché dans les punaises et qu'il est ensanglanté comme PCO, PCO, qu'est-ce qu'il va faire? Il fait un énorme moonsault, hein, et qui bat Matt Cardona. Donc pour ça, c'est encore victoire de Pierre-Carl Ouellette, qui conserve ses titres. Match numéro 7, cette fois-ci. Mike Santana contre Moose. Vu comment on était passé au Monster Balls, maintenant on passe encore à un match simple. Et auquel, ben, forcément, c'est un petit peu la déchéance de The System. Donc, pardonnez-moi, j'ai tapé le micro. Donc, je peux vous le dire, c'est un peu la toute petite déchéance. Vu comment dans ce match, certes, Moose, il avait le match forcément gagné contre Mike Santana. Mais Mike Santana, il réussit à quelque part à tromper son monde en montrant à quel point il n'est pas forcément fini et que c'est peut-être la fin du règne de terreur de The System. Peu importe si Moose est accompagné par Alicia Edwards, Eddie Edwards, Brian Myers, JDC, peu importe quel type de mec, ça n'arrête pas Mike Santana, vu comment il sait bien que Mike Santana n'est pas tout seul non plus. Vu comment il a toujours des alliés pour contrer les assauts de ce système. Pourquoi je dis ça? Parce que pour la première fois, je pense que Moose perd contre quelqu'un, certes qui vient d'arriver, mais qu'il avait déjà été à la TNA, bien sûr, mais auquel il perd contre Mike Santana. Donc, est-ce que c'est moi qui me trompe ou alors est-ce que c'est moi qui raconte tout ça dans le vent? Mais tout ce que je sais, c'est que c'est Mike Santana qui arrive à le battre. Pourtant, il arrive à se relever d'un énorme spear de Moose et que il a voulu tenter une deuxième Moose, mais que là, ça va être retourné contre lui et que ça va prendre la décision à Mike Santana d'utiliser son finish et de le battre. C'est tout ce que je peux en dire à propos de ce match, si ce n'est que c'est victoire de Mike Santana. Donc voilà, tout est dit. Maintenant, match toujours simple, mais pour le titre féminin des Knockouts de la TNA, entre Masha Slamovich contre Jordynne Grace. Peut-être que c'est peut-être l'heure pour Jordynne Grace de s'incliner face à quelqu'un d'autre que Masha Slamovich. Alors certes, c'est Alicia Edwards qui la présente à Jordynne Grace comme sa nouvelle challengeuse à son titre. Peut-être qu'il y a peu d'histoire, mais je sais que ces deux-là se sont aussi quand même affrontés quelques fois. Et du coup, il y a peut-être un moment de creux dans la carrière de Jordynne Grace. Mais après, est-ce que elle va peut-être se tourner du côté de WWE ou de la AEW? On ignore à ce point-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle a été une championne très 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 dominante. Et auquel ce match était un bon match féminin, je peux vous le permettre, qu'il était très bon. Et que certes, Jordynne, elle a montré tout ce qu'elle pouvait en faire et tout ce qu'elle était capable. Et que Masha Slamovich a montré d'une preuve de résistance et d'endurance
hors du commun. Bon, après, quand je dis hors du commun, c'est parce que tout le monde ont une résistance et une durée sacrément hors du commun. C'est tout ce que je peux le dire en ce moment et auquel je veux un petit peu complimenter. Et que pourtant, elle était bien partie pour gagner, Jordynne Grace, avec son finish, mais Masha s'en relève. Et c'est au tour de Masha Slamovic d'effectuer sa prise, auquel, un premier temps, ben, Jordynne va s'en relever. Mais après, au moment où elle réussit à surprendre Jordynne Grace, eh bien, elle réussit ben, à la mettre KO et d'être à sa merci et de réussir à battre Jordynne Grace. Donc voilà. Donc c'est Masha Slamovic qui a réussi à battre Jordynne Grace pour devenir championne féminin deck knockout de la TNA. Donc une nouvelle championne. Et après, entre les deux, ben, il y a une serrage de main et preuve de respect entre les deux femmes. Et auquel, ben, c'était un excellent match féminin. Je peux pas dire de quelque chose de négatif. Clairement pas. Voilà tout. Maintenant, plus que 2 matchs après c'est terminé. Eh ben, on passe au match numéro 9, vu qu'on était passé au match numéro 8. Encore un match simple, mais pour le titre du monde poids lourd du monde de la TNA, avec un arbitre spécial invité, bien sûr, Frankie Kazarian, qui est accompagné par sa coupe et son contrat pour avoir une chance à n'importe quel titre de son choix, qui va arbitrer le match entre Nick Nemeth, pardonnez-moi, et Joe Hendry, auquel Joe Hendry était habillé un peu comme dans Massacre à la tronçonneuse, et que les gens ne cessent de chanter sa musique d'entrée. D'ailleurs, c'est quand même l'une des meilleures musiques d'entrée auxquelles j'ai bien aimé de chanter, notamment dans la chaîne. Si je le veux, je peux le faire, mais je pourrais peut-être vous le faire en français, qui le sait. Donc voilà, c'est parti pour la version française du theme song de Joe Hendry. Allez, c'est parti. Dites son nom et il apparaît, et je crois en Joe Hendry, et je crois en Joe Hendry, parce qu'il aime à Londres et à Paris et à Tokyo, en Amérique, en Écosse, au Canada et au Mexique, qui disent et je crois en Joe Hendry, et je crois en Joe Hendry. Oui, je sais, j'ai un tout petit peu galéré, mais voilà, ce n'est pas grave. Je poursuis. Agitez vos mains d'un côté et à l'autre. Et dites je crois en Joe Hendry. Et Joe Hendry est si prestigieux. Agitez vos mains d'un côté et à l'autre. Et je crois en Joe Hendry. Et Joe Hendry est si prestigieux. Oh, oh, oh. Pourtant, c'est l'une des musiques auxquelles j'adore écouter. C'est l'une des musiques auxquelles j'aime écouter, mais parfois je suis pas dans le rythme. Hein. Vous avez remarqué, je suis pas dans le rythme, vu comment j'ai des moments de galère à citer tout mot pour mot. Mais au moins, j'ai essayé, vu comment je l'avais fait en version anglaise, et maintenant je le fais en version française. Peut-être que je suis pas à ma première, mais j'ai essayé quoi, j'ai essayé. Ah, qu'est-ce que je peux te dire de plus à propos de tout ça? Excusez-moi, c'est l'euro. Oui, parce que j'ai un petit moment d'euro. C'était un bon match. Certes, pas forcément spécialement oufissime, mais qui était pas mal. C'est tout ce que je peux en dire de bien à propos de ce match, si ce n'est que c'était excellent. Ça démarrait bien à un moment précis, jusqu'à ce que les deux se retrouvent à terre parce ils ont tout donné ce qu'ils avaient à faire dans le match. Certes, Joe Hendry est si encouragé par, par le public, auquel le public ne cesse de le croire. Et il y avait un côté où Nick Nemeth était un peu le méchant de cette histoire. Un petit côté, bien sûr, un petit côté. Mais pourtant, lui aussi, il est, entre autres, encouragé. Et que ça lui fait ni chaud ni froid. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de trop commun?
et que à un moment où les deux catcheurs sont par terre, il y a Kazarian qui voit l'ouverture et qui se dit ça y est, c'est ma chance, je vais peut-être dégainer mon contrat pour avoir une chance au titre, mais à peine qu'il veut l'effectuer, qu'il y a John Bradshaw Layfield, JBL, qui arrive derrière Kazarian et qui lui fait un clothesline from hell et auquel il sèche Frankie Kazarian. Ensuite, il va à l'extérieur, il croise Joe Hendry, il lui dit quelque chose, mais on n'a pas compris ce qu'ils se disent, mais quelque part, Joe Hendry n'est pas forcément d'accord dans ce qu'il dit John Layfield, parce qu'ils appellent comme ça, les commentateurs de la TNA, John Layfield, mais nous, on connaît sous le nom de John Bradshaw Layfield, JBL, auquel ça lui plaît pas trop ce qu'ils viennent de dire, mais ça permet à John Bradshaw Layfield de faire sa clothesline from hell, et ensuite il voit le frère de Nick Nemeth, bien sûr, Ryan Nemeth, il se prend une claque de cow-boy dans la figure, et après il se casse, sous la compréhension générale. Bien sûr, Nick Nemeth, il voit une ouverture et il veut la saisir, mais auquel c'était encore un 2,99. Donc le match se poursuit. Joe Hendry veut tenter son Belief Chokeslam, mais auquel Nemeth va contrer les Belief Chokeslam. Il effectue un super kick. Pareil pour Joe Hendry, il contre les super kicks. Mais au bout d'un moment donné où il veut tenter sa Belief Chokeslam, là il se mange un super kick et il se mange un zigzag, auquel je ne connais pas le nom de ce nouveau zigzag. Et auquel je préfère garder le nom zigzag. Et bien sûr, ça permet à Nick Nemeth de conserver son titre et de remporter le match. Donc victoire de Nick Nemeth qui conserve toujours le titre du monde de TNA. Et maintenant on passe au dernier match et auquel je coupe un tout petit peu. Et enfin je repoursuis avec cette fois-ci le main event, parce que malheureusement le titre pour le monde de la TNA n'était pas un main event. Mais le main event, c'est le Full Metal Mayhem en par équipe. Donc oui, j'ai spoilé le nom de la stipulation. Full Metal Mayhem, c'est un peu l'équivalent du TLC, même si dans ce Full Metal Mayhem, il y a des objets métalliques dangereux en lesquels on peut utiliser. Mais bon, c'est un peu la même vibe. Auquel les participants sont les Hardy Boys, donc Jeff Hardy et Matt Hardy, contre The System, Eddie Edwards et Brian Myers, accompagnés par Alicia Edwards, et contre The ABC, Ace Austin et Chris Bay. Tout d'abord, la dimension de ce match, j'ai remarqué que le tablier de la TNA, du ring, était à l'effigie de Jeff Hardy, les chaises et les échelles aussi, un côté de Jeff Hardy. On a l'impression que c'est Jeff Hardy qui a un peu mis sa patte artistique dans tous les objets et éléments auxquels ils ont préféré de mettre dans ce genre de stipulation du Full Metal Mayhem. Après, tout le reste de la dimension, c'est un peu Matt Hardy qui gère. Mais de ce côté-là, c'est un peu le côté Jeff Hardy qui se laisse ressentir. Auquel, certes, c'était un excellent match, c'est aussi un gros bordel, parce que non seulement c'est un excellent match du Full Metal Mayhem, même si on sait que les deux gars sont pas tout jeunes, ils ont plus 20 ans, ils ont plus d'une vingtaine de plus, mais auquel, certes, ils ne sont pas tout jeunes, mais ils montrent à quel point ils en ont encore sur le capot, face à une équipe de genoux, que ce soit du système ou de ABC. Plusieurs objets ont été utilisés et auxquels les fans étaient très très investis dans le match. Donc pour ça, ils étaient fabuleux, très fabuleux. Jusqu'à ce qu'il y ait un clin d'œil, donc une petite référence à WrestleMania 17. De ce fameux TLC 2 auquel on avait eu les Hardy Boys contre Edge et Christian et Dudley Boys. Je crois que c'est Ace Austin qui était suspendu au-dessus de l'échelle et que Brian Myers était dans l'autre échelle. Eh bien, on retire l'échelle des pieds de Ace Austin et ça permet à Brian Myers de faire un spear
du haut de l'échelle. Donc il nous a fait une référence à Edge qui fait un spear sur Jeff Hardy. Et pour ça, ben, la référence était excellente. Mais est-ce que c'est obligé? Aucune idée. Vraiment aucune idée, mais un beau petit clin d'œil. Bien sûr, le match poursuit encore. Ça poursuit encore au niveau de la bagarre, au niveau des prises de portée, au niveau des coups de portée, des objets de portée. Jusqu'à ce que ce sera les Hardys qui auront les derniers mots, qui mettent KO tout le monde et qui vont commencer à gravir les échelons des échelles et de capturer chacun leur tour les titres par équipe. Donc les nouveaux champions par équipe, ce sont les Hardy Boys. Donc Jeff et Matt Hardy, auxquels bien sûr à la fin du show, ben, ils vont effectuer une promo, auquel ils remercient les fans, et auquel, ben, certes, ils ont encore ça en eux, mais que on ne sait pas si c'est pour un courte durée pour les titres par équipe, mais en tout cas, victoire quand même des Hardy Boys. J'ai rien d'autre à dire si ce n'est que victoire des Hardy Boys, et voilà comment ce show se termine pour Bound for Glory 2024. Et auquel, ben, c'était, ouais, pas mal, j'aimerais dire pas mal. Donc pour ça, j'ai déjà tout dit sur Bound for Glory. Et vu comment je me suis un peu discuté avec moi-même, certes j'ai réfléchi à tout ça. Si vous voulez que je fasse une vidéo rétrospective pour Art to Kill 2024 qui s'est déroulée au début d'année, je pourrais le faire. Comme ça compléterait les reviews pour la TNA. En tout cas, je l'espère. Et que j'espère que ça en valait le coup. Et je sais qu'après Bound for Glory, auquel je me suis attaqué, je sais que je m'attaquerai à Halloween Havoc 2024. C'est sûr et certain. Et moi, pendant ce temps-là, ben, je n'ai terminé avec cette vidéo de review. Donc c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Et si vous avez aimé cette vidéo de review, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.